Je vais juste, pour réveiller un petit peu tout le monde, je pense qu'il faut qu'on se rappelle, et c'est pas vieux, effectivement, c'était cette semaine, là, les thématiques fortes quand même qui nous portent. D'abord rappeler que, en ce qui concerne l'unicité statutaire, on l'a déployée depuis déjà plusieurs semaines. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est inéluctable, on le sait, on y croit. On en est convaincu, c'est inéluctable pour des raisons qu'on a largement développées et déployées, et donc ça se fera. Et on est bien entendu, on serait parfaitement heureux et que ça se passe pendant ce mandat, mais ça se fera d'une manière ou d'une autre pour beaucoup de raisons qu'on a déployées. Avant, ou en tout cas en parallèle à l'unicité statutaire, et ça vient d'être marqué par un petit message, un petit tweet, et je voulais insister quand même sur la question des directeurs des soins. Y insister déjà sous un premier angle qui est pour nous tout à fait incompréhensible auprès des autorités, des pouvoirs publics. Rappeler qu'il s'agit d'un corps professionnel de 800 professionnels, donc un tout petit corps, si je puis dire, mais très important dans nos équipes de direction. Je vais vous donner une petite idée, je pense que tout le monde en a conscience, mais par rapport à l'ensemble de la fonction publique hospitalière, ça fait moins de 0,1% des effectifs. Rapporté à mon établissement où j'ai 2300 agents, il s'agirait de régler la situation de 2 agents, et encore on serait au-dessus en pourcentage. Donc on voit que la question là de reconnaissance, elle est extrêmement importante, parce que ce n'est pas un enjeu, on ne peut pas considérer ça comme un enjeu budgétaire, ça sera tout à fait quasi invisible dans les problématiques qui se posent. Ce sont des acteurs absolument centraux, et vous avez tous les deux insisté, et vous avez eu raison, on l'a entendu aussi avec Anne-Marie Armenteras de Saxé hier soir, sur les GHT. Je veux dire, voilà, on a là des acteurs centraux, pas dans les équipes de direction, mais quand même sur les territoires. Et donc, il faut absolument régler cette question. Elle ne peut pas se traiter dans le cadre de PPCR. C'est impossible. Ça serait justement nier, tu l'as rappelé, Daniel, le fait qu'ils sont rentrés, comme les autres corps de direction, en 2010 en gestion nationale, et qu'il faut tout à fait trouver une autre solution de traitement, et rapidement, pour ce corps. Moi, je voudrais juste dire un mot. Bon, effectivement, le terme maltraité n'est pas le bon. Vous êtes, j'allais insister là-dessus d'ailleurs, et on l'a vu encore avec Anne-Marie Armenteras de Saxé hier soir, on espère bien être reconnus et respectés. On est entre pairs, vous êtes aussi nos représentants auprès des pouvoirs publics, puisque vous êtes tous les deux, et Anne-Marie également, directeur d'hôpital en l'occurrence. Donc on espère bien pouvoir échanger sereinement sur ces sujets. Moi, j'ai envie de le porter à 2 questions très simples. La première, c'est la cohérence de ce que souhaite l'État lui-même, de ce que souhaitent les pouvoirs publics. La loi sur la mobilité date de 2009. Elle était faite, et je crois qu'il y avait un appui, en tout cas une compréhension, mais je pense qu'on peut parler d'un appui de la CFDT sur ces questions. La simplification des corps dans la fonction publique, l'augmentation et la simplification des passerelles, c'est des sujets qui réunissaient au moins certains acteurs du dialogue social et les pouvoirs publics. Donc la question des retards pris, on pense par exemple aux attachés, est tout à fait incompréhensible parce que ça va dans le sens de ce qui était souhaité. Et je vais rappeler, la loi date de 2009, donc on a passé une première alternance, il y en aura, qui sait, peut-être d'autres dans les mois qui viennent. Donc cette question-là, c'est d'abord une question de cohérence. Et la deuxième chose, elle est plus dirigée vers pour le coup, Daniel et Mathias qui sont restés avec nous. Est-ce que l'État donne aussi à ses propres troupes les moyens de répondre aujourd'hui à ces questions? Est-ce que tout simplement, d'une certaine manière, un peu comme nous dans nos établissements, on ne vous confie pas plutôt des missions pour lesquelles vous n'avez pas vous-même les moyens de négocier les ressources qui vont permettre de le faire dans les temps. Alors, on ne va pas élargir jusqu'à la construction législative dont on sait qu'elle est devenue extrêmement bavarde et parfois très longue à mettre en œuvre de ce fait-là. Mais voilà, 2 questions autour de la cohérence de l'État avec ses objectifs qui sont pour une part, en tout cas, partagés par les acteurs du dialogue social et deuxièmement, sur les moyens pour mettre en œuvre ces politiques qui sont pourtant des politiques, encore une fois, de simplification, de réduction. Donc on pourrait aller au bout des choses. Ne vous battez pas.
Alors, non, sur la question, bon, je ne reviens pas sur ce que tu as évoqué sur les directeurs de soins. J'y ai fait juste référence tout à l'heure par rapport comment dire, à l'échange avec le directeur de cabinet. Et par rapport au fait, je pense que pour ce corps en particulier, tout à l'heure, Mylène a évoqué la question des parcours professionnels. Je pense qu'il y a des questions statutaires qui se posent, mais il y a des questions aussi vraiment d'accompagnement et d'encouragement et de simplification du parcours professionnel de ce corps-là en particulier. Sur la question, j'allais dire, je vais enfin, sortir par une pirouette. Non, sur la question des moyens, l'État nous donne-t-il à tous les moyens de répondre aux objectifs qui nous sont assignés? J'allais dire que nous avons probablement tous le sentiment que si on en avait un peu plus, ce serait un peu plus facile. En tout cas, pour autant, ça n'est pas une raison pour j'allais dire, ni se résigner, ni baisser les bras. Ce que j'évoquais tout à l'heure, la recherche, je ne sais pas s'il y a eu du temps perdu et si on est à la recherche du temps perdu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si le temps n'est peut-être pas perdu, en tout cas, les efforts ne sont pas mégotés et qu'on fait en sorte de répondre au mieux. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas dire pour nous, je ne sais pas dire pour le CNG. Évidemment, je me garderai bien et Daniel dira. En tout cas, c'est sûr que on est dans un contexte qui est un contexte de multiplication, j'allais dire, d'attentes. Bon, on a parlé de vos attentes et c'est normal parce qu'on est là pour ça et je ne vous ai pas raconté, je ne vous ai pas dit vie ma vie de sous-directeur, mais on est aussi, j'y ai fait référence dans un contexte de mise en œuvre de la loi de santé avec ce que ça peut signifier comme exigence forte de la part du secrétariat général du gouvernement que tous les textes de loi, y compris même ceux qui ne vous concernent pas, soient pris dans les délais. Donc, on est dans un contexte qui est un contexte où beaucoup d'acteurs, conscients aussi de ce qui va se passer, de cet entre-deux électoral politique qui va se passer dans quelques mois, beaucoup d'acteurs ont à cœur que les dossiers qui sont portés les concernant propres aboutissent. Donc, tout ça fait une conjonction difficile, mais je ne saurais pas si on a ou non les moyens, j'allais dire, quantitatif et qualitatif pour répondre. En tout cas, on fait en sorte. Sur... j'ai pas forcément, je ne sais pas si j'ai compris la réponse sur la mobilité. Enfin, la question sur la mobilité, oui, le graphe, on essaye de le porter, mais je pense que tu n'avais pas forcément comme seule question. La question sur la mobilité, c'est que la loi sur la mobilité qui en fait ouvrait la possibilité en inter-fonction publique et en intra-fonction publique de changer de corps, quelque part, le Conseil d'État a établi à la suite de ça, la comparabilité, notamment pour DH et les 3S, mais ça allait bien entendu bien au-delà. Tu en as parlé sur certains alignements. Voilà, si on veut que les attachés, les ingénieurs, les cadres puissent être mobiles des fonctions publiques l'une vers l'autre, effectivement, il faut qu'il y ait le moins de différences statutaires possibles, voire si possible des alignements, sinon ça va évidemment aller contre l'objectif que cette loi avait, qui était d'ouvrir ça. Et derrière, une thématique qui a été portée, alors là on est plus sur le champ confédéral, par la CFDT, qui était de dire à un moment il y a une simplification des corps dans la fonction publique qui doit être portée si on veut effectivement résoudre ces questions et faciliter les mobilités professionnelles, donc les parcours. Alors, bon, ça, je pense que l'engagement, pour le coup, j'ai fait référence à 3 corps. On a parlé des DH, j'ai évoqué les ingénieurs et les attachés. Là, après, il peut y avoir des regrets sur la période passée, sur la lenteur actuelle. En tout cas, sur ces 3 corps, l'objectif, les textes qui sont portés ne me paraissent pas incohérents avec les objectifs puisqu'on va vers des logiques, si ce n'est totales, puisque j'évoquais que sur les ingénieurs, ça ne sera pas un alignement total pour l'instant. Oui, mais après, si vous voulez, on est toujours à essayer de concilier l'objectif de cohérence ultime avec, j'allais dire, l'objectif de résultat à court terme.
Très clairement, sur la question des ingénieurs, on avait un texte, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez symbolique, on avait un texte qui devait arriver au Conseil Sup qui était uniquement l'alignement PPCR. Enfin, la mise en œuvre PPCR. On nous demande l'alignement sur les ingénieurs de la fonction du versant État. On n'est pas capable, après il faut être raisonnable, on n'est pas capable en 2 mois de porter une démarche qui aboutira à l'alignement du statut dans toutes ses dimensions, y compris parce que probablement que les ingénieurs de la fonction publique hospitalière, c'est un signal, on y aille, l'écran s'éteignait, qui alignerait les ingénieurs de la fonction publique veulent conserver une partie probablement de leur spécificité. En tout cas, c'est un débat qu'il faut pouvoir avoir. Donc on est sur un alignement partiel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça porte sur les grilles, qui n'embrassera pas un alignement à ce stade total, mais avec la volonté de pouvoir obtenir à court terme. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est toujours entre l'objectif de cohérence ultime qu'on aimerait atteindre pour pouvoir, j'allais dire, avoir une comparabilité totale et fluidifier les parcours, et avec malgré tout la prise en compte de spécificités qui demeurent, et l'objectif de résultat à court terme. Et donc, on est parfois, et c'est typiquement le cas sur ce statut des ingénieurs, dans un entre-deux qui converge vers l'objectif, mais qui ne l'atteint pas complètement. En tout cas, sur DS, ingénieurs et attachés, je pense qu'on n'est pas aujourd'hui, dans les textes qu'on essaye de faire aboutir, incohérent par rapport à l'objectif de convergence qui est poursuivi. Très rapidement, peut-être sur les modalités de recrutement des corps de directeurs, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons, avec votre organisation et les autres organisations syndicales, poussé plein feu pratiquement toutes les voies de mobilité, de transversalité dans ces corps, et notamment donc DH et des 3S, où on a 3 modes de recrutement qui sont extrêmement forts, les uns et les autres, à la fois le concours, le recrutement par le système de détachement corps comparable, DH et des 3S et réciproquement, notamment, et le tour extérieur, qui permet notamment aux ingénieurs, directeurs des soins tout particulièrement, mais aussi des attachés principaux de la fonction publique, des fonctions publiques, de venir vers les corps des directeurs. C'est un système qui a été depuis historiquement poussé au plafond, c'est-à-dire que nous avons toujours admis que le plafond des pourcentages admis réglementairement devait être requis, d'où cette mobilité et cette agilité, je dirais, dans le système de gestion des corps de catégorie A et des corps de catégorie A+. S'agissant des moyens dont nous disposons, la question est très intéressante, elle est de pleine actualité, puisque nous avions cette semaine le conseil d'administration du CNG. J'en profite pour saluer les représentants des directeurs, et tout particulièrement Michel Rosenblatt, que j'ai le plaisir de voir en fin de salle. Il n'était pas là quand je lui ai rendu hommage, mais je souhaitais vraiment qu'on puisse le saluer. Alors, pour vous dire toute la vérité, finalement, nous sommes partis en 2007. On va fêter l'année prochaine nos 10 années avec vous d'existence. Nous avions 91 professionnels qui nous accompagnaient. Nous sommes montés en gamme à 125 professionnels en doublant les missions. Et puis, l'effort de contribution à la situation économique que vous traversez, nous la traversons aussi. Je dirais à peu près en même intensité, puisque successivement, pendant 4 ans, on nous a diminué les postes, que grâce au soutien de la DGOS et le soutien aussi des organisations professionnelles, nous avons pu maintenir notre emploi en 2017. C'est presque un exploit dans le champ des systèmes de fonction publique aujourd'hui. Mais tout ceci sera difficile, hein, il ne faut pas se le cacher, dans la mesure où nous avons 5 missions nouvelles très importantes qui arrivent, et que derrière la gestion des directeurs, des praticiens hospitaliers, 57 000 personnes, nous avons aussi les concours nationaux, 19, 23 000 candidats au concours, nous avons les commissions d'autorisation d'exercice, nous avons des professionnels nombreux qui nous sont rattachés, les contrats d'engagement de service public pour les étudiants et les internes en médecine et en odontologie. Nous avons donc les praticiens remplaçants qui arrivent. Bref, nous avons un monde qui, pour les directeurs, on concentre l'accent sur les directeurs. Les PH, c'est eux et un petit peu les autres. Et c'est chaque secteur d'activité
Mais nous avons quelque chose, très honnêtement, qui est monstrueux. Nous essayons d'optimiser les moyens. Nous travaillons beaucoup sur l'innovation technologique. Vous savez que nous avons créé donc une première mondiale grâce au soutien aussi des universitaires, puisque nous avons fait les premières épreuves classantes nationales en médecine. Donc on utilise beaucoup le système d'information, comme vous développez beaucoup dans les hôpitaux. Je dirais, on essaie d'avoir l'agilité de la fonction publique hospitalière à la fonction publique de l'État. Merci Daniel. Peut-être encore une question, et puis une question à la salle, et puis après on conclura cette table ronde. Il y en a une devant là. Derrière. Non, c'est pas Michel qui pose la question. Merci. Yves Godard, je suis directeur d'un EHPAD dans le Loir-et-Cher. Je profite un petit peu de cette table ronde pour aborder une question qui impacte profondément tous les établissements de la fonction publique hospitalière. Il s'agit de la médecine du travail. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements sont en grande difficulté parce que nos services de médecine du travail fonctionnent en services extrêmement dégradés. Nous manquons de médecins. Alors on sait bien qu'effectivement, dans les choix de spécialité, la médecine du travail arrive souvent en dernier et qu'on ne forme pas assez de médecins du travail. Mais cela impacte vraiment notre exercice de chef d'établissement, puisque je rappelle que quand même le médecin du travail, notamment dans les petites structures, est indispensable. Nos agents exercent souvent dans des conditions difficiles, ce sont des métiers pénibles, donc il y a forcément des reclassements, il y a des aménagements de postes, et comment, en tant que chef d'établissement, nous ne sommes pas médecins, être amené à pouvoir effectivement donner les meilleures conditions possibles d'évolution et de garantir des conditions de travail satisfaisantes pour nos agents, sans présence de médecins du travail. Voilà, ça devient vraiment un vrai problème et je souhaitais ici l'évoquer. Alors, je vais peut-être répondre rapidement. Donc, d'abord, c'est un sujet qui est un sujet malheureusement un peu ancien, un peu chronique, mais sur lequel on a été, au niveau du ministère, amené à se repencher très récemment de manière beaucoup plus attentive, en lien avec les travaux que la ministre nous a demandé de conduire pour la stratégie nationale qualité de vie au travail. Il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet d'attractivité, d'une manière générale, de la spécialité au moment du choix. Vous y avez fait référence, c'est quand même, c'est pas parfois la spécialité la moins choisie, c'est chroniquement la spécialité la moins choisie et malheureusement, à très court terme, les derniers éléments dont on dispose ne sont pas encourageants pour ça, puisque aux ECN, à l'issue des ECN 2016, la quasi-totalité des spécialités sont prises à 100%, quelle que soit la subdivision. Et là, il n'y a pas de problématique de subdivision plus ou moins attractive. Les spécialités les moins attractives restent la santé publique et la biologie, avec un taux d'adéquation à 88-90% des postes pris. Et cette année, la médecine du travail, 48%. 48%. Sur 156 postes mis aux ECN, il y en a, je crois, 72 qui ont été pris. Bon, donc ça c'est un vrai, pour nous, un vrai, ça veut dire qu'on se met en situation, hors possible droit au remords à intervenir dans les années qui viennent, par ailleurs, de former 72 médecins du travail pour tout exercice confondu, France entière, dans 4 ans. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va quand même travailler pour voir dans quelle mesure on est capable. Alors ça peut passer par une revalorisation. On est en train de travailler avec un certain nombre de représentants de la spécialité, une revalorisation de l'exercice. Qu'est-ce qui fait qu'à ce point-là, à un moment donné, le choix, quand il doit être fait, et la discipline est aussi peu attractive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a un deuxième problème d'attractivité, c'est au moment où les internes sortent, dans le choix de leur exercice entre médecine du travail en milieu hospitalier versus médecine du travail
dans d'autres environnements, fonction publique ou services inter-entreprises de santé au travail. Il semble, au regard des éléments qu'on a commencé à colliger, que, à l'instar de ce que l'on connaît pour d'autres disciplines, pour d'autres spécialités médicales, il y ait des différences d'attractivité majeures sur le plan statutaire et indemnitaire entre l'exercice en milieu hospitalier et l'exercice dans les services de santé interentreprise. Donc à un moment donné, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on se penche pour renforcer l'attractivité. Alors les questions statutaires, en particulier pour la médecine du travail, sont aussi importantes, puisque vous savez mieux que moi qu'on a deux types de statuts. Certains sont des médecins sont contractuels recrutés par les DRH, d'autres sont positionnés sur des postes de praticiens hospitaliers. Donc il faut qu'on est en train aussi de regarder ce que pourrait être l'attractivité perçue si le recrutement se faisait systématiquement, y compris associé avec des éléments d'attractivité propres à ceux des praticiens hospitaliers. Et puis, le troisième sujet que l'on regarde, puisque si l'on ne peut pas agir à très court terme sur le flux d'entrée en formation, je l'évoquais déjà, de toute façon, les choses sont écrites pour les quatre prochaines promotions de médecins du travail qui vont sortir, de regarder via les processus de médecins collaborateurs ou via les processus de réorientation professionnelle en cours de carrière, comment essayer, à un moment donné, dans le corps de l'ensemble des praticiens, enfin des médecins en cours d'exercice, comment éventuellement essayer de susciter de l'intérêt en deuxième partie de carrière vis-à-vis d'un certain nombre d'entre eux pour s'orienter vers l'exercice dans des services de santé au travail. Et le quatrième élément, il porte précisément sur la notion de service de santé au travail. À un moment donné, quand on n'est pas en mesure de régler totalement ou partiellement, ou en tout cas suffisamment le problème avec un levier, on essaye de l'aborder par un angle différent ou un angle complémentaire, qui est celui des services de santé au travail. C'est-à-dire que le rôle et l'importance du médecin du travail est évidemment incontestable, mais le rôle et l'importance des équipes de santé au travail composées de psychologues du travail, composées d'un certain nombre d'autres professions, d'ergonomes, de préventeurs, au regard de ce que sont, nous semble-t-il, les besoins, j'allais dire les difficultés et les besoins ressentis, exprimés par les collectivités hospitalières, le fait de pouvoir renforcer ces collectifs de santé au travail nous paraît être une réponse, évidemment pas la seule, puisque j'ai commencé par les trois volets par lesquels on voulait aborder la question et on tente d'essayer d'aborder la question de la médecine du travail, mais de manière complémentaire, l'aborder également par l'intermédiaire du renforcement des compétences des services de santé au travail nous paraît pouvoir constituer une réponse complémentaire. À titre complémentaire, je voulais apporter quelques précisions. Donc, Mathias vous a très largement décrit les volumes aux épreuves classantes nationales en médecine, puisque c'est l'une des spécialités qui concourent aux affectations pour les premiers postes d'interne, mais nous avons un concours aussi spécial d'internat en médecine du travail qui est faible. Ce sont des petits contingents chaque année, donc qui se sont relativement stabilisés au cours des dernières années. Et nous avons un programme également de reconversion de praticiens hospitaliers qui, par suite d'accidents de la vie, par choix de carrière, parce qu'ils sont dans des activités d'une très grande intensité, ont envie d'envisager des passerelles dans d'autres univers médicaux que la spécialité d'origine. Nous travaillons donc sur des reconversions. On a deux grands axes de reconversion aujourd'hui. Tout ce qui touche à la dimension épidémiologie, santé publique, DIM, et tout ce qui touche également à la médecine du travail. Nous en avons plusieurs qui sont en cours de reconversion ou d'ailleurs qui sont sortis du dispositif. Ils sont placés auprès du CNG en recherche d'affectation. Nous travaillons avec eux sur le programme, le projet, la préparation, et ils font l'internat ensuite de médecine du travail pour pouvoir donc se réengager dans cette voie. C'est un petit filet, mais c'est une pratique qui est maintenant tout à fait adaptée, bien maîtrisée par notre institution, et donc nous en avons quelques-uns qui rentrent dans ce champ d'exercice. Je voulais également signaler que l'observation que nous faisons, là, c'est post-internat, lorsqu'ils ont leur diplôme de spécialité, on voit bien qu'il y en a peu qui investissent dans la carrière de praticien hospitalier, comme si vous voulez, il y a deux mondes.
le monde des médecins du travail qui traditionnellement sont des contractuels dans la fonction publique hospitalière, le monde des praticiens hospitaliers, alors que nous avons quelques praticiens qui présentent le concours. Et je pense qu'il était très intéressant probablement que vous réfléchissiez collectivement et probablement avec l'État sur peut-être justement dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, d'optimiser peut-être des services de santé au travail qui permettraient donc d'amener et de considérer et d'encourager des jeunes parcours professionnels, des jeunes destins vers la médecine du travail dans des démarches qui peuvent être aussi des démarches de recherche. On a un secteur d'activité particulièrement contraint, vous l'avez très justement souligné. Je crois que c'est peut-être une piste qu'il faudra peut-être dans l'avenir aussi explorer aux côtés des pistes que Mathias a largement développées et très bien développées. SAC CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.